Dis, qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? Ah bah moi, je suis tellement en détente aujourd'hui, je pense que je vais aller à la plage toutes les vacances. Je trouve pas ça dingue qu'on puisse aller à la plage quand même en plein mois d'octobre. Mais arrête, mais c'est le top. Tu te rends compte, on est au mois d'octobre, changement climatique ou pas, il fait beau, il fait chaud, je vais à la plage. Non, mais je crois que nos invités ne seront pas du tout d'accord avec toi. Ah ouais? On en parle? Ouais, c'est mieux, on en parle avec eux. Ça va. Allez, on y va. Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde partie de Via Nova au sommaire, Caroline. Face au changement climatique, il est urgent d'agir. La Corse peut-elle être exemplaire en la matière? On en parle avec nos invités dans quelques instants. Et puis nous retrouverons le programme court de Via Nova, d'Acqui d'Altro, qui nous fait voyager et rencontrer la diaspora. Et comme chaque jour, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, nous laisser un petit message avec le hashtag Via Nova. Nous y répondrons bien sûr avec nos invités et en direct. Et comme chaque jour, c'est la revue de presse. C'est bien ce petit jingle. Hein. J'aime beaucoup. Mais vous savez, alors j'ai du mal à m'y faire parce que j'ai pris une habitude, mais je trouve ça super bien. Je ne devrais pas oublier comme ça, c'est dommage. Vous oubliez qu'il y a la revue de presse? Non, je n'oublie pas, j'oublie le jingle. Ah oui, le jingle, oui, voilà. il y a le jingle, c'est une nouvelle entrée. Alors, est-ce qu'on commencerait avec une information internationale? Oui, on l'a évoqué tout à l'heure en première partie, c'est l'Humanité des débats, donc la version week-end du quotidien, qui consacre sa une à Jamel Khashoggi, qui est donc ce journaliste, excusez-moi, saoudien qui a disparu. Voilà le titre, donc un prince modèle et le sang d'un journaliste. À l'heure en fait où la presse maintenant s'oriente vraiment unanimement sur la thèse de l'assassinat du journaliste, l'Humanité explique que ce meurtre pourrait coûter son trône au prince héritier et Donald Trump, cynique, continue pourtant à le protéger. Donald Trump est en train de changer de son fusil d'épaule. Oui. C'est le temps du quotidien papier. Le Figaro titre aussi sur l'onde de choc de cette affaire en disant que l'assassinat présumé du journaliste saoudien à Istanbul suscite une vague croissante de réactions sur la scène internationale, même si la puissance économique du pays en tempère la violence. Et oui, il y a aussi toujours des réalités économiques derrière toutes les choses. Le Monde s'intéresse aussi à cette affaire. Vous voyez, ici, c'est pas très très grand, mais son gros titre de une, c'est sur un scandale économique, le casse du siècle. Comment des banques et des fonds en soustraient 55 milliards d'euros aux États européens. Le Monde et 18 autres médias européens, en fait, ont enquêté sur une gigantesque affaire de fraude et d'évasion fiscale dans plusieurs pays, alors que les États en fait renflouaient les banques. Des financiers ont mis en place dès 2011, mais une escroquerie inédite qu'on va suivre de plus près. Et là, il y a des procédures pénales qui vont suivre. 55 milliards d'euros? Oui. C'est énorme. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, tout à fait énorme. La Croix revient d'ailleurs sur les révélations du Monde, ici dans son édito, mais la priorité du quotidien, vous voyez, c'est l'Italie, la peur du déclin. Alors voilà, le quotidien explique que le rejet de l'immigration dans le nord de l'Italie se nourrit d'un sentiment de déclassement dans les villes moyennes autrefois prospères. Le reportage se fait à Ferrare et c'est un endroit où l'évêque Giancarlo Perego, à contrario, veut convaincre que les migrants sont l'avenir du pays, puisque la démographie est en chute libre. Voilà, des points de vue qui s'opposent et du coup un article très intéressant. D'accord. Est-ce qu'on parle aussi des inondations? Oui, on y revient avec Corse Matin et les inondations de Panta di Casinque, les deux fonctionnent. Affolé, lycée, la résignation. Pour les habitants sinistrés, les crues donc, du Fiumalto sont presque une fatalité. On apprend ça, certains refusent de quitter leur maison, vouées à la démolition. Et en fait, en page intérieure, on découvre le témoignage d'Yvette Bastiani, propriétaire depuis 1975 et déjà inondée 6 fois. Mais il y a aussi le témoignage d'un nouvel arrivant qui s'appelle Christian Pierre et qui est installé depuis 18 jours à peine. Il n'avait pas été prévenu en fait, des risques que cette région encourait. Donc il y a des procédures évidemment d'expropriation à l'heure actuelle avec des dédommagements, mais toutes les maisons ne sont pas concernées. Il y a certains sinistrés qui ne pourront pas partir. On reste dans les questions environnementales. J'arrive pas à le dire. C'est horrible. Oui, de toute façon, c'est un peu votre sujet du jour. Oui. Avec le quotidien espagnol El País qui alerte sur l'agonie du dernier glacier d'Espagne. C'est le petit titre en bas, là, ici. Voilà, il s'agit en fait du glacier du Monte Perdito, l'un des plus hauts sommets des Pyrénées, quand même 3335 mètres d'altitude. Il est victime du réchauffement climatique, les choses sont en train de s'accélérer et là, il perd 1 mètre par an. Donc, à ce rythme-là, dans 3 décennies, il n'y aura plus de glacier sur ce mont.
Bon, est-ce qu'on peut finir avec une information un peu plus légère, Marie-Jo, s'il vous plaît? Plus légère, Florian, mais primordiale pour beaucoup de Français. Hein, voilà, Libération titre, oui. Même pas mort. C'est primordial, Jojo. Caroline, primordial. Et oui, il s'agit bien de Johnny revenu d'entre les morts pour livrer son dernier album. Alors le quotidien, quand même, avec sa petite couronne mortuaire, est un petit peu sceptique et il explique la sortie en fanfare de l'album posthume de Johnny Hallyday s'inscrit dans le filon de l'exploitation infinie des stars, pour le meilleur et pour le pire. Et en page intérieure, on découvre quelque chose d'assez intéressant. Ils ont titré « Album posthume, les contes de la crypte ». C'est quand même l'idée, on a toujours des petits jeux de mots qu'on adore. Et en chapeau, en sous-titre, « Bowie et Higelin pour le meilleur, Michael Jackson et Jim Morrison pour le pire ». Moi, je vous laisse juger. Hein. Afin de satisfaire les fans endeuillés, nous dit le quotidien, et les ayants droit assoiffés, tous les fonds de tiroir sont bons à exploiter. Alors, le Parisien est beaucoup plus enthousiaste. Pour lui, c'est juste « quelle voix !» Voilà. Ah oui. Mon pays, c'est l'amour, ça c'est donc le titre de l'album, est en vente depuis la nuit dernière, donc à minuit 1, les fans sont arrivés pour acheter l'album. Ceux qui ont déjà pu l'écouter évoquent sa voix plus puissante et plus bouleversante que jamais. Évidemment. Voilà. On partira du principe que le petit bandeau publicitaire n'a pas influencé le choix du quotidien. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Jo. Pas de rendez-vous ce soir? Et non, pas le vendredi. Et là, on se revoit dans 15 jours. Dans 15 jours, le temps que vous alliez à la plage. Mais oui, mais on va se manquer du coup. Mais je crois, ça va être terrible. Ça va être on reste terrible. en contact, on s'envoie des Bien sûr, on s'envoie des textos. On s'appelle. Ça va. Merci beaucoup. Merci Marie-Jo. Marie-Jo. Allez, il est temps pour nous de s'évader et de voyager, de retrouver Dacouy et Daltrocq qui nous présentent aujourd'hui Antoine Serre à Neuchâtel. Alors, je suis arrivé à Neuchâtel pour effectuer mon stage de fin d'année, après avoir fait mes études à l'école d'horlogerie de Marseille et de Besançon. Après, apparemment, ils ont été contents de moi et ils m'ont proposé un contrat. Oui, la région de Neuchâtel, surtout la Chaux-de-Fonds, il y a des grosses marques comme Zénith, Rolex. C'est vraiment la région en Suisse où l'horlogerie est concentrée. Il y a une qualité de vie agréable, les gens sont sympas. Par contre, l'hiver, il fait très froid, l'été, il fait très chaud, les salaires sont plus élevés qu'en France. Alors, je ressens un sentiment anti-français, vu qu'ils pensent qu'on vient ici pour leur piquer leur travail. Pour le logement, je suis resté 3 mois à l'hôtel avant de trouver un appartement, vu que j'étais français, ils sont un peu... enfin, comment expliquer ils font pas très confiance aux Français. Aux jeunes Corses comme moi qui désirent s'installer à Neuchâtel, je n'ai qu'un conseil à donner. Armez-vous de patience. Pour trouver du travail, selon moi, il faut être diplômé, surtout diplômé avec des diplômes suisses. C'est une ville très conservatrice. Par contre, lorsque vous y êtes intégré, je peux vous prédire une qualité de vie supérieure. Les salaires sont conséquents, les gens sont très respectueux envers les uns les autres. Je ne me pose pas trop la question à savoir si la Corse me manque. J'exerce un métier horloger que je ne peux pas exercer à ce niveau nulle part dans le monde. À terme, j'ai un projet, créer ma propre marque horlogère et après pouvoir rentrer un peu plus dans mon pays. Alors, j'ai un petit message pour ma famille, mes parents, ma sœur, mes grands-parents, tous qui m'ont aidé à m'installer en Suisse et à mes amis. Voilà, et un petit bonjour à la Corse. Allez, le message est passé. Il est 12h33, c'est l'heure du débat de Vianova. Bonjour messieurs, bienvenue. Alors le changement climatique, on en parle depuis un petit moment et on le subit de plus en plus. Inondations, intempéries, canicules, sécheresses, les dérèglements en tout genre se multiplient
et s'intensifie. Comment inverser la tendance? La Corse, bien que touchée, pourra-t-elle relever ce défi, le plus grand défi du XXIe siècle? On en parle avec nos invités et nous accueillons donc aujourd'hui Alexis Milano. Bonjour. Bonjour. Directeur de l'Agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse, AUE, pour faire un peu plus simple, pour faire plus court. L'hydrobiologiste Antoine Orsigne, bonjour. Et Franck-Antoine Perretti, ingénieur et créateur du concept d'hydromaréthermie. Tout à fait. J'ai rien oublié, j'ai pas oublié de syllabes. Très bien. Allez, le 8 octobre dernier, le groupe d'experts sur l'évolution du climat a publié le résumé de son rapport, plutôt inquiétant. Pour les scientifiques, le constat est sans appel, la hausse des températures ne devra pas dépasser 1,5 degré. Et même comme ça, l'impact sur l'environnement sera majeur. La priorité, selon les experts, réduire les émissions de CO2. Alors, Antoine Orsigne, à part se sentir terriblement impuissant face à l'ampleur du phénomène, comment appréhende-t-on le changement climatique en Corse? Vous pouvez nous dresser un rapide état des lieux? Rapidement, en 40 ans, on a pris 1 degré sur la température moyenne. 1 degré à Bastia et Ajaccio. On a pris 2,2 degrés à Corté. Donc les conséquences au niveau thermique plus importantes en montagne qu'en plaine. Ça paraît paradoxal. Il y a l'effet tampon de la Méditerranée. Le niveau de la mer, parce qu'on dit le niveau, mais la mer monte déjà. En 40 ans, on a déjà pris en Méditerranée, donc la côte Bastia et Ajaccienne, déjà 20 cm. Voilà, donc ça, c'est un constat. Le débit des rivières. En 60 ans, puisqu'on a du recul sur 60 ans, le débit du Tavignal a baissé de 30%. Ça, c'est un constat. Je ne vous parle pas de 2050 ou de 2100. Vous pourriez ne pas me croire. Allez-y quand même. Allez-y quand même, si on doit faire des projections. Le précédent rapport du GIEC disait que c'était probablement entre 60 cm et 1 mètre en 2100. Aujourd'hui, il parle d'1 mètre en 2070. 2070, c'est demain. Et pour fixer les idées, si le niveau... Alors, je vais enlever le si. Lorsque le niveau sera monté de 1 mètre, l'aéroport d'Ajaccio sera sous l'eau. L'aéroport de Bastia sera au bord de l'eau. Autrement dit, on a 50 ans pour refaire 2 aéroports. Donc moi, j'essaye de prêcher la bonne ou la mauvaise parole, comme vous voulez, pour que même les politiques prennent conscience. Mais je le fais aussi pour que les citoyens prennent conscience. Oui, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Alexis Milano, vous êtes, vous, en charge, entre autres, de la mise en œuvre de la politique régionale énergie, air et climat. Vous êtes donc en première ligne. Comment gère-t-on le décalage entre le temps politique qui est relativement long et les situations et l'état d'urgence actuel? Est-ce que finalement ça ne rend pas toutes les décisions obsolètes? Oui et non. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est arriver à concilier les 2 grands objectifs. Et vous avez effectivement une contrainte qui est une contrainte de l'urgence. Je note que dans la revue de presse, il a été fait référence aux inondations. Oui. De Pantanier-Gazinc et puis la fonte du glacier en Espagne. Donc on est face à des conséquences qu'il nous faut gérer. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Comment s'adapter aux conséquences déjà visibles aujourd'hui et dont on sait, vous l'avez dit, que même si on arrive à freiner l'évolution des hausses de température, elle est inéluctable puisque la machine s'est emballée. Elle sera, disent les experts du GIEC, autour d'1,5 degré, plus raisonnablement plutôt 2. Et donc, on sait qu'à 2 degrés, par exemple, oui, on aura perdu... le demi-degré de différence, ce sera terrible. Il est énorme, parce qu'à 1,5, je vous prends un exemple concret, qui n'est pas un exemple corse, 90% des récifs coralliens auront disparu à 2 degrés, alors qu'à 1,5, on en conserverait 30%. Donc, ce qui est déjà un désastre. Donc, la partie adaptation, elle est aujourd'hui face à nous et requiert une implication très forte des pouvoirs publics. Et le problème, c'est que... S'agissant de l'anticipation. Le problème, c'est qu'il faut mobiliser d'énormes moyens financiers, de secours, organiser la société et s'adapter à l'urgence. Et à côté de ça, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif de maintenir à 1,5 à horizon 2050 la hausse des températures implique d'atténuer et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est là le principal enjeu, c'est on va mobiliser beaucoup de moyens, beaucoup d'argent sur l'adaptation. N'oublions pas que le principal sujet, qui est quelque part en gage de l'humanité, c'est l'atténuation des émissions. Un chiffre pour vous situer un petit peu l'ampleur de la difficulté qui est face à nous. La Corse consomme chaque jour 15 000 barils de pétrole. Chaque jour, 15 000 barils de pétrole. Un baril de pétrole, c'est 160 litres environ. Oui, c'est assez... Chaque jour.
C'est assez terrible. Les politiques sont souvent mis en cause, notamment quand il y a des situations d'urgence comme ça, parce qu'on parle d'urbanisation sauvage, d'aménagement du territoire raté. On le voit encore avec les inondations de ces derniers jours. Quelle est la part de responsabilité? Alors, dans l'acronyme de l'agence AUE, vous avez le terme énergie, oui. E, et puis vous avez le terme urbanisme. Oui. C'est-à-dire qu'on est en charge aussi d'aménager le territoire et d'avoir une politique de l'urbanisme maîtrisée. Est-ce que tout est à revoir? Beaucoup de choses sont à revoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un consensus général qui consiste à dire tout ce qui a été fait, plutôt mal fait en termes d'aménagement du territoire. Je vois le développement, je dirais, de la périurbanisation, je dirais l'urbanisation le long des routes, allonge les durées de transport et, quelque part, nous font consommer une partie de ces 15 000 barils de pétrole chaque jour. Franck-Antoine Peretti, alors vous êtes acteur de l'environnement, vous avez développé une technique innovante. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer simplement, si je puis me permettre? On n'est pas tous experts. Alors, en quelques mots, ça consiste au fait de récupérer l'énergie thermique accumulée sur la couche de surface de la mer, donc issue du rayonnement solaire, et de pouvoir l'amplifier et la reconcentrer, parce que c'est une énergie extrêmement présente, mais très diffuse. Comme toute énergie diffuse, il faut la reconcentrer pour pouvoir l'utiliser. C'est ce que nous avons fait en essayant d'apporter notre petite pierre à la décarbonation un petit peu de l'énergie. Et les maîtres d'ouvrage qui se sont lancés dans l'aventure au départ, puisque il y a 5 ans en arrière, c'était une première en installation. Après, il y a eu un deuxième programme qui s'est appelé NERE 2, chez le même maître d'ouvrage d'ailleurs, qui nous a récompensé de demander une deuxième couche d'hydromaréthermie. Et tous ces projets-là ont été soutenus d'ailleurs très efficacement auprès du maître d'ouvrage par l'AUE et l'ADEME, sans qui ça n'aurait pas été possible. Et aujourd'hui, on a des solutions techniques, effectivement, pour diminuer très considérablement les consommations. Et de la carbonation surtout, puisqu'aujourd'hui nous avons sur un système, sur NERE 2, les rapports font état au bout d'un an de fonctionnement, de 94% d'énergie gratuite apportée par la mer pour 6% d'énergie électrique. Donc c'est vraiment des gains aujourd'hui considérables. Et donc ça s'adresse aux particuliers et aux professionnels, aux collectivités? Alors, aux particuliers, oui, à condition que ce soit rationalisé sur des réseaux, parce qu'il y a une idée de puissance, mais surtout, effectivement, à tout ce qui est collectif, quartier, équipement aussi au niveau peut-être des ports de commerce, pour limiter l'utilisation de la clim des navires qui crée une pollution environnementale bien connue. Et ça permettrait effectivement d'abaisser le niveau de contrainte, même s'il se branche après électriquement à quai. C'est autant d'électricité consommée en moins. Plus on est performant. Voilà, l'ingénierie aujourd'hui doit essayer de répondre le plus rapidement possible au fait d'optimiser les rendements pour diminuer les impacts. Antoine, si vous vouliez réagir. Moi, je voulais revenir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, sur la problématique de l'urbanisme. Elle est fondamentale. Une des conséquences du changement climatique, ça va être les événements extrêmes qui vont être plus fréquents et avec une amplitude plus importante. C'est-à-dire qu'il faut s'éloigner des cours d'eau. Les cours d'eau, aujourd'hui, ils sont à sec pendant 5 mois. Et puis ils débordent pendant une journée. Même chose pour le milieu marin. Pour la côte, on dira, l'aménagement. Moi, j'ai préconisé une bande de 300 mètres qui ne suffira pas. Je pense qu'on va être plutôt dans la bande des 500 mètres ou du kilomètre. Alors bon, ça va, je vais m'attirer des amis, des paillotiers amis. Donc, mais c'est clair, regardez l'amplitude des vagues aujourd'hui, l'amplitude des tempêtes. L'eau est rentrée dans Ajaccio, l'eau est rentrée dans le vieux port de Bastia et 2 fois en 10 ans. Parce que le problème, on est encore là-dedans. Je dois dire aussi que l'année dernière... Donc quand vous irez bronzer, vous serez sous l'eau. Ouais, oui, mais il vaut mieux pour mon cas. Je tenais à dire que dans une émission l'année dernière, vous nous aviez prédit les inondations de cette année. C'était facile. C'était facile de dire, avec une température de l'eau de mer de 21 degrés au mois d'octobre, on ne peut avoir que des phénomènes exceptionnels. Je l'avais prédit aussi quand il y a eu cette tempête, c'était là aussi à Ajaccio, quand il y a eu le problème de la marée d'eau, qui avait eu des dégâts, il n'y a pas eu de morts. Vous savez, en Corse, on a beaucoup de chance. Des inondations sur le continent, il y a eu 15 morts. Tant mieux qu'on n'ait pas de morts, que ce soit clair. Oui, bien sûr. Donc, mais on a, et cette chance-là, il ne faut pas trop tirer sur la corde. Oui. Alexis Milane, pour parler de ce dont on
ce dont on peut s'occuper encore, c'est les leviers d'action. Est-ce que la transition énergétique en fait partie, comme l'initiative de Franck-André Pérez ? Vous avez là une illustration concrète de ce que l'on peut faire à un niveau très opérationnel, puisqu'on fait, vous l'avez fait tout à l'heure, référence à ces grands accords internationaux qui sont très lointains, sur lesquels on a effectivement peu de prise. Il y a effectivement une panoplie de plans nationaux et régionaux. Nous-mêmes, nous y contribuons puisque nous avons une programmation énergétique en Corse. Donc, cette panoplie de plans et de schémas, finalement, il ne faut pas que ça déconnecte le côté opérationnel et les opérations à réaliser. Là, on en a une. Mais je dirais que les deux grands leviers, si on veut parler d'atténuation et de limitation des émissions de gaz à effet de serre, il s'agit tout simplement d'essayer d'éviter de brûler du pétrole dans des voitures ou dans des centrales thermiques pour produire notre électricité. Les deux grands consommateurs aujourd'hui, c'est le secteur des transports. Donc une grosse partie de ces 15 000 barils chaque jour provient du secteur des transports. Donc on sait aujourd'hui, on en parlait de la question de l'urbanisation et de la façon dont la ville s'est construite, on voit les embouteillages à l'entrée de ville, les communautés d'agglos luttent et ont des plans de déplacement pour réduire ces inconvénients, mais force est de constater qu'aujourd'hui, on a une consommation qui est, surréaliste dans les villes. Et puis, le deuxième sujet, donc les nouvelles formes de mobilité. Pourquoi, quand on habite en ville, à Ajaccio, à Bastia, on prend la voiture pour faire 100 ou 200 mètres, alors qu'on fait plus vite à pied? Donc, il y a toute une éducation à revoir. Et puis ensuite, il y a des sujets, je dirais, en termes d'isolation et de rénovation des bâtiments. Aujourd'hui, et là, je ne veux pas, agiter le spectre du pull, de la température, de la consigne de l'appartement qui fait peur et qui finalement n'est pas la vraie réponse. Ça fait partie des réponses et ce n'est pas la vraie réponse. Aujourd'hui, vous avez des logements qui consomment, entre 300, 400, 500 kWh par mètre carré. Ça vous dit peut-être rien, mais un bâtiment aujourd'hui construit en neuf consomme 50 kWh. Ouais. Donc on a des facteurs 6, 7, voire 10. Ce qui crée une précarité énergétique. Ça crée une précarité énergétique. Vous avez aujourd'hui, le paradoxe, c'est que les publics précaires vivent dans les logements les moins bien isolés. Vous avez des publics en précarité qui ont des factures de 3 500 à 4 000 euros. Alors, il y a la question de l'énergie, puis il y a la question aussi que ce sont des logements qui sont, pour la plupart, insalubres, humides, avec des enfants qui y vivent, et des problèmes de santé publique. Donc l'idée, c'est de dire, ces bâtiments consomment 5, 6, 7 fois plus que ce qu'ils devraient consommer, il faut les isoler, les travailler. Et nous avons un certain nombre de dispositifs aujourd'hui qui permettent d'accompagner les ménages qui souhaitent faire des économies d'énergie. Une facture, on a inauguré il y a quelques jours une réhabilitation à Serradiscopamène. Un jeune couple a vu sa facture passer de 3 500 à 3 600 euros de facture d'électricité par an à quelque chose autour de 800. Donc ça veut dire qu'on dégage du pouvoir d'achat et on vit dans des logements qui sont quand même plus confortables. Et puis en plus, et c'est là qu'on répond aussi aux détracteurs qui nous disent « mais tout ça, vous êtes dans une théorie de la décroissance, oui. On va perdre des emplois ». Enfin, c'est un plan de relance pour le bâtiment. Quand on le chiffre à l'échelle globale, on a 3 000 logements à rénover à peu près par an en Corse. Ça fait, si on regarde sur une période de 7 à 8 ans, 1 milliard d'euros de marché pour le BTP. Antoine Orsine, comment on sensibilise les particuliers, le grand public, quand on sait que, alors c'est une étude récente qui est sortie, 100 compagnies seraient responsables de 71% des émissions de CO2 ? Et après, on va culpabiliser l'individu sur la voiture, sur son chauffage. À un moment, on se dit, bon, on ne tape pas forcément sur les vrais responsables. C'est très difficile parce qu'on va dire, c'est pas moi avec ma petite bagnole qui consomme, ce sont les Américains, ce sont les Indiens, les Chinois. Donc voilà, c'est quand même très difficile. Bon, je prends un autre exemple qui n'est pas dans le changement climatique, c'est l'histoire de la collecte sélective. Moi, je sais que ma femme, c'est l'écolo de la famille. Moi, je suis l'écologue, mais elle, c'est l'écolo. Et l'écolo, elle fait la collecte sélective, mais malgré les problèmes que nous avons, elle continue.
Donc je suis en train de dire aux gens, pour revenir au sujet, je ne voulais pas passer sur les ordures ménagères, c'est pas sympa, donc c'est de dire aux gens, voilà, il faut isoler les maisons, je suis d'accord avec Alexis, bien sûr, il faut isoler les maisons. Quand on peut ne pas prendre la bagnole, ne prenons pas la bagnole. Quand on peut habiter en ville, habitons en ville, parce que là aussi, il y a la loi Allure qui a dit il faut densifier la ville, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que dans nos villes, c'est pas dense, il y a des endroits où c'est pas construit, il y a beaucoup de logements vacants. Ça pose un vrai problème qu'on pourrait, à notre petit niveau, essayer d'avancer. Alors après, si on part du principe que c'est les Américains qui polluent le plus, ou les Indiens, ou les Chinois, bon, alors après, on n'a qu'à tous se suisuicider. Alors que moi, je suis optimiste. Non, oui, voilà, il faut rester optimiste. Nous le sommes tous. Voilà. Oui. Franck-Antoine, rapidement, la prochaine étape pour votre innovation. La prochaine étape, bien, ça va être effectivement la phase de commercialisation à plus grande échelle. C'est probablement s'orienter vers les opérateurs publics, notamment, puisque c'est eux qui sont le plus à même de pouvoir passer des commandes susceptibles d'alimenter des quartiers, de mutualiser de l'énergie. Parce que le ressort final, c'est pas une source miracle. Dans les énergies renouvelables, c'est toutes les sources d'énergie renouvelables. Là, quand on parle d'énergie thermique, on peut stocker plus facilement de l'eau chaude et de l'eau glacée pour du chauffage ou de la climatisation que de l'électricité. Ça peut permettre au contraire un levier pour toutes les autres formes d'énergie renouvelable, en stockant de l'énergie très facilement derrière et à bas coût, et en alimentant des écoquartiers, en alimentant tout un tas de choses, y compris les bateaux qui viennent à quai, par exemple. Très bien, merci. Et Alexis, Milan, on finit peut-être sur l'appel à projet, c'est ça que vous lancez? Alors nous lançons effectivement régulièrement, mais dans le cadre d'un salon qui se tiendra au printemps prochain, un salon qui s'appelle Trophée Énergie, une opération qui s'appelle Trophée Énergie et qui vise à récompenser dans les domaines de l'énergie, de l'air, du climat, des économies d'énergie et des transports. Donc on rassemble là tous les sujets qui sont des sujets de préoccupation et d'occupation pour nous, pour le réchauffement climatique. Et sur les cibles entreprises, associations et collectivités, on ouvre une sorte de concours boîte à idées et on va primer. Donc on fera une première sélection et puis les internautes ensuite voteront et ce sont les internautes qui éliront le ou les projets que nous retiendrons et que nous financerons. On suivra ça avec intérêt. Allez, on arrive à la fin. On va teaser sur le programme de demain. Un programme à ne pas louper à 11h30. Retrouvez Méditerranéo. Depuis la fin de la dictature, l'Albanie connaît par vague un exil massif de sa population, certainement facilitée par l'absence de visa pour gagner l'espace Schengen. En 2017, la majorité des demandeurs d'asile en France étaient albanais. Ils cherchent à fuir une situation économique précaire. Leur pays est l'un des plus pauvres d'Europe. C'est demain à 11h30 à ne pas louper, bien sûr, sur Viasté. Messieurs, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt et merci pour tous ces renseignements. Et puis restons positifs. Ouais, on Tout va le monde essayer. peut agir. On va essayer. Allez, on se retrouve dans un instant sur Viasté. Là, on va préparer les vacances avec Elodie. On va parler mode avec Anne-Marie. On va crier liberté avec Christophe. À Brest.